Salut à toi, entrepreneur, peut-être futur entrepreneur auteur. Je suis content de te retrouver aujourd'hui avec Philippe de Liège. Comment vas-tu, Philippe? Très bien, David. Je suis très très content de. Merci pour l'invitation. Ben oui, moi de même, je suis très content de pouvoir m'entretenir avec toi parce que tu es expert en social selling. Alors, on va expliquer un peu ce que c'est. Tu es également auteur de 3 livres et vraiment dans cette idée de faire des interviews de personnes, enfin, d'entrepreneurs qui ont publié des livres. Eh bien, je pense que tu es une bonne personne avec une belle personnalité. On a pu parler en off, etc. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Je suis très très content en tout cas de pouvoir m'entretenir avec toi. Alors justement, pour les gens qui te découvrent au travers de cette interview, est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter, nous expliquer qui tu es, tes éventuelles passions et aussi nous en dire un peu plus sur ton entreprise? Ok, mon nom est Philippe de Liège et j'habite Bruxelles, mais je suis liégeois d'origine. Donc à Bruxelles, on dit que je porte bien mon nom parce que je suis Philippe de Liège. Euh, En fait, j'ai fait toute ma carrière en tant que commercial. Donc j'ai été un très très mauvais étudiant, donc j'ai fait souffrir mes parents pendant longtemps. Et puis un jour, je leur ai dit que j'arrêtais de les faire souffrir, donc j'ai arrêté mes études universitaires. Et alors, grand désespoir, je suis devenu ce qu'on appelle un représentant de commerce. Et en fait, ça a sauvé ma vie parce qu'en fait, j'ai retrouvé un truc que j'adorais faire, c'est-à-dire aller en contact des gens avec un objectif de leur vendre quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était le côté bataille psychologique ou émotionnelle entre les personnes. Finalement, moi, je me foutais quelque part des produits que je vendais. J'en avais vraiment rien à caler. Mais par contre, j'étais passionné par l'aboutissement quand il me disait oui. Et aussi, j'ai toujours été, donc j'ai pas été scolaire à l'université, mais par contre, j'ai toujours été très scolaire dans ma pratique commerciale. Et lorsque je me suis aperçu qu'il y avait des techniques de vente et qu'il suffisait simplement de les appliquer et d'être un bon élève, on peut devenir vraiment un très très bon vendeur. Euh, et il n'y a pas, comment dire, c'est on-off hein, la vente. Hein. Donc, soit vous réussissez, soit vous faites partie des gens chez qui ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis orienté d'une part, c'était par pur opportunisme, c'était la seule fonction où il y avait un véhicule de fonction. Et donc, dans une famille nombreuse, pas question d'offrir une septième voiture à ses enfants, donc avec une voiture. Et la notion de voiture partagée à l'époque ne me plaisait pas trop, donc je me suis dit, tiens, une voiture de société, c'est pas mal. Donc ça, c'était ma seule ambition. Et puis après, je suis tombé amoureux de la profession. J'ai exercé ce métier je l'exerce encore depuis toujours. J'ai fait relativement peu d'employeurs. Et surtout, ça va confirmer ce que je viens de dire, c'est que ce qui est très important, c'est de maîtriser les techniques et le produit importe peu. Donc moi, j'ai commencé à vendre des publicités dans un annuaire téléphonique, puis j'ai vendu des choses beaucoup plus complexes qui étaient des produits financiers pour les hôpitaux, puis j'ai vendu du marketing, puis tout à fait par hasard, j'ai vendu de la bande passante sur Internet, donc, dans une start-up qui existe toujours, qui s'appelle Win, qui est située à Namur. Je suis resté là 2 ans pour finalement installer la boîte, enfin, moi et d'autres. Et puis, je suis passé en Flandre et j'ai travaillé pendant 12 ans pour la société Exilos, qui est un intégrateur informatique. Et finalement, 12 plus 2 années de bande passante et 12 années d'Internet, 14 années, et je ne comprends toujours pas l'informatique. Euh, Par contre, j'ai toujours fonctionné avec des architectes de solutions. Et donc, moi, je peux focaliser, entre guillemets, sur le trajet commercial, de comment amener les choses euh, et sa valeur. Quoi. Donc, après, je n'aurais pas pu fonctionner dans une pure PME où le gars doit être à la fois ingénieur et à la fois ingénieur commercial. Je n'aurais pas pu maîtriser ça. Mais dans une entreprise d'une certaine importance, je pouvais fonctionner. Et puis après, j'ai eu envie de créer ma propre boîte. Et donc, j'ai d'abord une boîte de conseil, plutôt. La boîte s'appelle toujours Estocada, même si on a changé de métier. Donc voilà. Et maintenant, je suis redevenu vendeur. Mais ça, je vais peut-être l'expliquer au cours de l'interview. Ben oui, oui, tout à fait, parce qu'il y a la partie social selling, donc on va expliquer ce que c'est, ou en tout cas, je vais te laisser t'expliquer ce que c'est, vu que c'est toi l'expert. Et par contre, il y a une chose qui m'a tilté dans ta présentation. Donc, tu es vraiment passé en fait des études, je veux dire ça comme ça,
au métier de commercial. Et tu disais que être commercial, c'est on ou off. Ça veut dire qu'on peut l'être, enfin qu'on est fait pour être commercial ou pas, ou bien tu voulais dire que c'était, il y a un moment donné, il y a une prise de décision et le prospect devient client. Oui, je vais répondre aux deux questions. En fait, tout le monde peut l'être, Ok, pour autant d'utiliser les techniques. Par contre, c'est un métier très dur parce qu'en fait, on est jugé sur le résultat. Donc, en effet, tu as vendu ou tu n'as pas vendu. ok, Et donc, c'est un métier très cruel parce qu'il y a quand même pas mal de vendeurs qui sont licenciés. Moi-même, dans le parcours, j'ai été licencié une fois. Donc, ça arrive. Et naturellement, mais c'est un métier très, très dur puisque c'est le seul métier où tu as à gérer plus d'échecs que de réussites. ouais, Si j'étais chirurgien et que j'ouvrais tous les jours pour sortir l'appendicite ou traiter la prostate de quelqu'un, si j'avais autant d'échecs en tant que vendeur, en tant que chirurgien, je ne serais plus chirurgien en fait. depuis longtemps. Idem pour les ponts. Un pont ne tombe jamais, c'est très rare. Et donc, une des capacités, mais ça a tendance à disparaître grâce au social selling. Donc là, c'est la force du social selling. On a moins besoin de résilience. Mais moi, j'ai été, par exemple, les annuaires téléphoniques. Je faisais 24 visites par semaine avec un dirigeant, et c'est moi-même qui fixais les rendez-vous. C'était quand même un agenda de dingue. Et j'ai été considéré comme un bon vendeur parce que par semaine, j'avais 4 bons de commande. Ouais, Mais ok. après, il me fallait un sérieux directeur commercial qui me remonte le moral parce qu'en fait, j'étais plus en situation d'échec que de réussite, en fait. Et ça, c'est pour ça que c'est hyper dur. Donc, pour répondre enfin à ta question, on-off, c'est tu as, c'est pas les Jeux Olympiques où il y a 3 médailles. Il y a juste une médaille, c'est la médaille d'or, c'est celui qui a remporté le deal. C'est pour ça que c'est tellement excitant. C'est ça. Comme la séduction, en fait. Il y a une très jolie fille, il y a celui qui elle va être draguée par plusieurs personnes. Il y en a un qui va quand même il va remporter la mise, quoi. Je suis désolé de passer à ça. C'est un peu bourrin, mais c'est un peu le. Il peut y avoir beaucoup de comparaisons entre le processus de séduction et la vente. C'est ça. Donc, il y a un des moyens de justement devenir un meilleur commercial, pardon, ou bien en tous les cas, comment dire, avoir moins de mal, c'est prendre du plaisir en vendant et prendre ça comme un jeu, en fait. C'est vraiment, en tout Et cas, prendre ça comme un jeu, mais surtout, en fait, ça deviendra un jeu et un plaisir, comme toutes les pratiques, quand on l'a appris. Et moi, je suis toujours se sidéré. former, quoi. Voilà. Moi, j'ai connu des meilleures vendeuses, peut-être qu'elle va nous écouter aujourd'hui. C'est Françoise Lenoir. Françoise Lenoir, c'est ce que j'appelle une vendeuse d'exception. Mais par contre, c'était une vendeuse qui s'épuisait tous les jours, parce qu'en fait, elle faisait tout à l'envers. Et ce qu'elle faisait est exceptionnel. C'est une personne qui n'a jamais été formée. Et donc, elle aurait eu beaucoup plus de plaisir à exercer si elle faisait les choses à l'endroit. Et par contre, voilà, moi, je n'ai jamais dépassé son chiffre d'affaires, etc. Cette personne est exceptionnelle. Mais par contre, dans la douleur, alors que ça aurait pu être un plaisir si elle avait fait l'effort euh, de comprendre qu'il y avait des techniques commerciales qui auraient facilité le travail. Une fois qu'on a compris et qu'on est dans le domaine du jeu, parce que ce n'est pas grave, en fait, on peut perdre une affaire, mais de toute façon, il y en a des autres, Il y en a ça va d'autres. marcher ailleurs, quoi. Mais l'important, c'est d'avoir. Ouais, ça, la vente s'apprend. Et donc, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un directeur commercial qui identifiait que j'avais quelques skills qui étaient importantes, mais surtout, il m'a formé, C'est ça. lui, et dans des organismes de formation. Et ça, c'est ce qui manque. Et c'est ce qui manque en Belgique, si on compare ça avec la France. En France, moi, je suis sidéré du niveau de formation de la plupart des commerciaux. Très amusant parce qu'ils contre-argumentent très bien quand on essaie de les faire pivoter. Mais c'est génial parce qu'en fait, ils appliquent une technique de vente que toi-même que tu connais, quoi. Puis après, tu Mhm. t'amuses avec ça. Alors qu'en Belgique, la première compétence, c'est la compétence linguistique. Et puis après, bon, s'il est bon bilingue, bon, s'il va, on va voir, quoi. Ou alors on va dire, on va le former s'il réussit. Mais non, il faut le former. Il Pour faut le qu'ils former quand réussissent. même, pour qu'il réussisse, exactement. Ouais, tout à fait. Voilà. Bah, c'est intéressant parce que du coup, bon, la chaîne s'adresse principalement à des entrepreneurs, des freelances, voilà, parfois des chefs d'entreprise de PME. Et c'est une casquette qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur freelance, c'est d'avoir la casquette de vendeur. Parce que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, il y a un moment donné ou un autre où l'entreprise, je caricature, mais pas loin, fait faillite. Donc c'est très intéressant. En tout cas, merci pour ce partage. Et du coup, quelle est la différence entre la vente Mhm. classique et le social selling, justement? Si différence il y a, évidemment. Mais la définition du social selling, la définition n'est pas de moi, c'est de Loïc Simon, le pape du Social Selling Forum.
C'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour vendre ou pour se vendre. Voilà, ça, c'est la définition du social selling. Après, ben, on cherche tous un petit peu à cette nouvelle discipline. Je pense que le principal avantage, c'est que ça a changé un certain nombre de choses. Et pour moi, ça, c'est ma conviction profonde, c'est qu'on peut être, c'est pour ça, je vais faire un peu de pub pour mon bouquin, mais bon, plus la peine Vas-y, vas-y. j'aime beaucoup le titre, d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Euh, Ce qui a vraiment changé, c'est qu'on peut être connu d'avance. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai été formé pour être un bon commercial. Ce qui a changé, en fait, c'est mon efficience. Donc maintenant, quand je vais voir un client, ça effraie parfois quand je le dis parce que les gens n'osent plus me rencontrer. Alors. Mais chaque fois que je rencontre un client, en fait, il va me signer lors de la première rencontre, ce qui n'était jamais arrivé, quoi que je vende. Parce que naturellement, il faut créer la confiance. Il faut en fait 5 à 6 contacts visuels pour faire confiance aux gens. Et c'est vrai que voilà, je n'étais pas meilleur qu'un autre par rapport à ça. Euh, Surtout, ce n'est pas nécessairement question de la taille du bon de commande, etc. C'est complexe de créer de la confiance entre personnes. La personne va confier quand même une partie de votre argent pour résoudre un problème. Et il ne pourra le résoudre, il ne pourra le dépenser qu'une seule fois. Donc, le mec est quand même, ou la personne, la directrice est quand même en stress de mal dépenser. Donc, ce qui a changé, c'est ça. C'est que quand j'arrive, par définition, il y a déjà une certaine confiance, parce que les gens ont l'impression de me connaître. Et alors, ce qui est assez troublant aussi, enfin troublant, la meilleure des nouvelles, c'est qu'ils peuvent déjà m'acheter du gros, dans le sens où auparavant, voilà, quand j'ai créé Stockada, c'était plutôt pour vendre de la consultance, ce que je ne fais quasi plus. La consultance, c'est essayer de placer 50 à 100 journées hommes chez Bipost, par exemple, ou chez BNP Paribas. Auparavant, après 6 à 7 visites, ils allaient enfin me commander une journée pour me tester, voire deux. C'est-à-dire un bon de commande entre 1500 et 3000 euros maximum, si j'ai bien fait mon travail. Ça veut dire 6 visites pour un gain de 3000 euros. Il faut faire le calcul. Hein. Donc, une visite commerciale, c'est au minimum 200 euros. Et normalement, le prix moyen pour une visite commerciale, c'est 500 euros en termes de temps perdu, cachot, déplacement, etc. Donc, ça veut dire que quand je prestais pour la première fois, j'étais déjà certain d'une seule chose, c'est de perdre de l'argent, parce qu'en fait, j'avais déjà tellement investi par rapport à ça. Et ce n'est que dans un second niveau que les gens m'achetaient du plus gros, parce que là, ils avaient vu que Fille de Liège n'était pas qu'un blablateur. Et là, vraiment, la deuxième vente. Et là, maintenant, ce qui a changé, c'est que les gens me commandent très souvent, lors d'une première rencontre, entre 20, on parlait en mode off de la société Etex, Etex m'a signé un bon de commande entre 20 à 30 000 euros lors d'une seule visite. Et ça, c'était impensable. Donc, ce qui a changé, c'est ces deux éléments, en fait. C'est qu'il y a pour le moment un truc qui vous permet d'être connu avant l'arrivée, et le résultat est absolument extraordinaire. Voilà. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je suis encore très excité par rapport à ça, parce que j'ai connu le monde d'avant. Donc, moi, je suis comme mes parents qui ont découvert l'électricité, qui achetaient tous les objets électriques, et je me demandais, mais pourquoi ils ont cette folie d'acheter tout électrique, quoi. Mais en fait, c'était nouveau pour eux. Et pour l'instant, ben, un jeune, quand il parle de Facebook, il s'en fout complètement, quoi. Moi, j'ai connu le monde d'avant et je connais le levier. Mhm. C'est un petit peu. Est-ce que C'est j'ai répondu à ta question? Je n'ai pas vu en discrétion. Oui, oui, c'est parfait. Donc, c'est vraiment. Donc, en fait, le social selling, c'est l'art d'utiliser les réseaux sociaux pour faciliter une vente ou se vendre. Et en fait, comme tu le disais, c'est plus facile de tisser une confiance. En tout cas, les réseaux sociaux ont facilité la mise en relation avec quelqu'un et surtout la confiance et la relation que l'on peut tisser avec cette personne. Et du coup, ça facilite, on va dire, le processus commercial. Enfin, peut-être pas faciliter. Ce serait quoi plutôt faciliter ou simplifier? Oh, en fait, non, je vais dire facilité. Parce qu'en fait, ça n'a pas simplifié dans le sens, ça c'est un petit peu le fil conducteur de mon bouquin. Je dis qu'en fait, que l'acte commercial n'a pas changé. Par contre, il s'est accéléré à toutes les étapes. Mais C'est par ça. contre, on n'a pas réussi à enlever une étape. Le Toutes les étapes contact. existent, mais par contre, oui, mais là, à un moment donné, il faut casser la glace, quoi. Donc, que ce soit en C'est mode digital ou en mode la première chat ou le premier post que vous publiez, c'est un premier contact. Donc là, je suis revenu, je dis l'inverse de ce que je disais il y a 3 ans. La vente n'a pas changé. Par contre, le contenu des étapes a changé. ça. Et surtout une notion de vitesse. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parfois,
tu peux faire signer le bon de commande en 4 secondes, C'est ça. ce qui était impossible avant. C'est intéressant parce que j'ai l'impression aussi que quand on essaie de vendre, par exemple, un produit d'information, une formation vidéo, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont dans ce domaine-là, comme il n'y a pas de contact, d'échange, ben, en fait, c'est plus compliqué de vendre puisque, ben, à part le fait que la personne te voit en vidéo ou lit un de tes textes, elle n'a pas eu de contact avec toi. Du coup, ben, forcément, elle va pas se dire, enfin, elle va plus difficilement se dire, je vais sortir 500 euros pour acheter une formation vidéo alors que j'ai jamais pu parler avec personne et que j'ai peut-être des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Donc là, moi, ça m'éveille aussi à peut-être effectivement l'utilité d'un chat sur le site pour pouvoir répondre, comme tu disais en off, aux éventuelles questions des personnes, pour pouvoir tisser cette relation, faire un appel à la rigueur si la personne en a besoin. Euh, j'ai l'impression que peut-être enfin, je veux bien ton avis là-dessus. Oui. Il y a peut-être un piège dans lequel on peut tomber avec les réseaux sociaux et les outils, c'est le tout automatisé. Or, tu viens bien de l'expliquer, une chose qui n'a pas changé, ben, c'est justement le contact et le fait de tisser une relation avec une personne. Oui. C'est compliqué d'automatiser le tissage d'une relation. Je veux bien ton Non, avis là-dessus. voilà, oui. Bah, en fait, il faut. L'automatisation peut aider, mais à la base, il faut un premier élément. Donc, c'est clair que moi, je sais potentiellement en Belgique et en France qui peut m'acheter. Donc, je pourrais m'amuser à filtrer la base de données LinkedIn et je trouve 500 prospects qui ressemblent parfaitement à mon client idéal. Et puis après, je vais mettre un processus d'automatisation qui va envoyer des invitations pour me découvrir. Et ces gens ne me connaissent pas. Et ça, c'est faire comme avant. Si je fais la même chose avec mon Ça n'a pas le téléphone, froid, quoi, en gros. ben oui, en fait, tu vas avoir le même, au final, le même taux d'échec qu'auparavant. Donc moi, ce que j'explique dans mon bouquin, c'est que je prends un temps fou à trouver des personnes cibles. Et naturellement, je filtre LinkedIn, etc. Et après, je vais prendre contact avec eux. Mais en fait, mon message sera extrêmement personnalisé et en mode artisanal. Donc, je ne vais jamais faire un template. Par contre, ce que je vais automatiser, c'est le plan de relance. Donc, par exemple, je vais envoyer quelqu'un, un premier, j'envoie un chat à David. Et David ne me répond pas. Okay. Mais moi, de manière automatisée, je sais que dans 9 jours, je vais reprendre contact avec David. Et je vais dire, David, est-ce que ça vous a choqué que je vous ai dit David, quoi? Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, pour le moment, en fait, tout le monde s'appelle par les prénoms, etc. C'est parti vous a choqué. Néanmoins, je pense que vous avez un bon profil charismatique pour notre métier. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Parce que, voilà, ça vous a choqué, il ne faut pas passer là-dessus. Mais enfin, je suis déjà trop de blabla, mais je lui dis, je fais un deuxième chat. Et puis, David, il s'entête, quoi. Il me répond toujours pas. Qu'est-ce que je fais, en fait, dans ma machine à moi, automatisée? C'est que dans 5 jours, je vais rappeler David. Donc, c'est depuis 9 jours, mais 5 jours. Écoutez, manifestement, il y a une partie de mon message qui vous a choqué. Est-ce que c'est le vrai? David, est-ce que tu peux me dire si la méthode de prise en contact avec toi t'a choqué? Oui, non. C'est pour mes statistiques personnelles, parce que j'aime bien le savoir. Et là, en fait, on va s'apercevoir qu'après, il faut quand même savoir que la plupart acceptent le contact, le dialogue, 50%. Hein, donc, mais je parle des gens qui ne me répondent pas tout de suite. Après 3 ou 4 chats dans le vide, les gens finissent par me répondre. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils vont en fait au début commencer par s'excuser. Excuse-moi Philippe, en fait ça tombait bien que tu m'appelles, parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris ce que tu faisais, mais j'ai envie de te rencontrer. J'ai envie d'avoir ton point de vue. Et là, c'est génial, parce qu'en fait, il a tout dit. D'une part, il me considère, il considère une personne à qui je dois répondre, et surtout, il a envie. Et surtout, il a dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Ce que je vends, ou il a un problème qu'il ne comprend pas dans son organisation. Et là, j'ai quand même tous les éléments. Donc, on voit que la relance, ma méthode est processée, et naturellement, je ne m'amuse pas à avoir un agenda Excel, etc. J'ai un outil qui m'alerte quand je dois rappeler David. Par contre, le contenu n'est jamais automatisé. Et c'est là où les gens se trompent, quoi. Donc, les gens, en fait, se disent, OK, on va faire un template. Et puis après, ben voilà, je t'invite à dire, par exemple, tu vas inverser sur LinkedIn, en fait, David Valls.
Et puis, tu vas recevoir plein de chats. Bonjour, Vals. C'est ce que Et, j'ai fait et c'est ce que, oui, ouais, je repère ouais, les outils du coup, les messages ouais, ouais. automatisés. Et donc, bon, voilà, c'est absolument lamentable. Donc, en fait, donc, l'automatisation peut être aidée, mais au début, le C'est ça. facile, ça n'existe pas, en fait, hein. Donc, Donc, à un moment donné, il faut. enfin, ma manière Oui, d'interpréter ce que tu oui, dis, c'est qu'en fait, l'automatisation est une bonne chose, mais il faut automatiser justement les bonnes choses. Il faut pas automatiser l'humain, il faut automatiser ben, le fait de, les rappels pour ne pas oublier de relancer quelqu'un, les rappels pour ne pas oublier de rappeler quelqu'un, etc., etc. Ok. oui. Et même, par exemple, parfois, tu tombes sur une très bonne idée, tu arrives à développer un article et tu es super content de ton article. Et tu vas le diffuser le lundi matin à 8 heures. Le lundi matin, parce que tu été intelligent le lundi entre 6 à 8 heures. Et à 8 heures, une demi-heure après, les gens sont en phase d'une réunion, qui ne vont pas consacrer du temps à devenir intelligents. C'est Donc sûr. après, qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Tu l'automatises. Tu vas le publier le dimanche vers 14 heures, où les gens, où ils lisent leur journal, ils citent LinkedIn, enfin, ils sont en train de surfer quelque part pour s'informer. Donc voilà, il faut faire preuve d'intelligence. Et là, l'automatisation peut aider. Voilà. Mais il faut toujours commencer par l'intelligence. C'est toujours mieux. C'est ça. Automatiser quelque chose qui fonctionne, c'est ce que je dis souvent aussi Oui. à mes clients, c'est que ça sert à rien d'automatiser quelque chose qui te fait perdre du temps ou de l'argent, parce que du coup, tu automatises une perte de temps ou une perte d'argent. Donc, ok, super. Mais je te propose qu'on en vienne justement au livre que tu as écrit. Donc, tu as écrit Oui. 3 livres. Alors, le premier, si je ne me trompe pas, c'est Mon commercial est mort, vive le social. Selling, c'est ça? Non, c'est Oui, ça le exact. titre. Oui, Ouais, oui, c'est ça. oui. Le deuxième, c'est Mon commercial est mort, vive le commercial 2.0. Et le troisième, c'est celui que tu as montré, si tu veux le remontrer, Oui, c'est être connu d'avance accélère la vente. oui, oui. Alors, justement, pour quelles raisons, toi qui avais déjà très certainement des clients, tu avais déjà très certainement une certaine renommée, pourquoi tu as décidé de d'écrire et publier un livre, au départ un, et puis deux, et puis trois? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire justement en tant que chef Mais, ouais, d'entreprise? ouais. J'ai toujours eu envie d'écrire, hein, donc avant que les réseaux sociaux existent, etc. Par exemple, moi j'étais un grand distributeur de cartes postales. En fait, j'écrivais en plus comme un chat. Et par contre, je mettais beaucoup de temps à écrire des cartes postales à mes amis et ils adoraient ça. Donc il y a toujours eu ce désir, à un moment donné, de communiquer par l'écrit, et de synthétiser une offre, par exemple. Je passais beaucoup de temps à faire une offre, etc. Ça a toujours été dans mon ADN. Donc il y a toujours cette envie, à un moment donné, de m'exprimer de cette manière-là. Et aussi le fait que je suis un très grand lecteur, ce qui aide beaucoup. Et c'est une de mes passions, en fait. C'est vraiment ça m'est venu sur le tard, mais je lis extrêmement beaucoup. Par contre, le fait de facteur déclencheur, malheureusement pour moi, et après j'ai pu le transformer en opportunité de vie, mais c'était un drame à la base. Donc en 2011, je fais une attaque cérébrale. C'était 6 mois après que je crée ma boîte Estopeda. Et à ce moment-là, donc quand je me réveille, j'ai perdu la parole. Donc je parle plus mal que Belmondo. Je ne savais plus dire des mots. J'avais perdu ce qu'on appelle la mémoire tampon, la mémoire courte. Et mon métier est de vendre et de former les gens à devenir des meilleurs vendeurs, à donner des conseils. Donc je perds en fait mon outil de travail. Et en plus, j'étais indépendant seulement depuis 6 mois. Alors je fais partie des attaqués en attaque cérébrale chanceux dans le sens où j'ai pu m'auto-diagnostiquer. À l'époque, j'avais déjà divorcé. Et donc j'ai pu, en me regardant dans le miroir, me rendre compte qu'il se passait quelque chose de grave, d'arriver à temps. Et c'est arriver à temps aux urgences et qu'on injecte le bon produit permet de sauver la rééducation. Ok. Donc, il y a une part de chance, habiter tout près d'un hôpital, une partie de chance aussi parce que je savais comment identifier ça, je le savais par hasard, et ça a sauvé ma rééducation. Là, il faut savoir que la rééducation, moi je sais comment je parlais avant, en mode off, j'ai dit que j'ai fait 6 ans de théâtre, 4 ans d'improvisation. Donc moi j'ai la douleur de savoir à quel point je parlais mieux avant que maintenant, et pour le moment personne ne le voit. C'est ça. C'est parce que je vous l'ai dit. Vous pouvez le voir parce qu'en fait, je parle plus du côté gauche que du côté droit. Au côté droit, est encore légèrement paralysé. Mais cette période, moment où je ne parle plus et où je parle, c'est 2 ans de rééducation.
Et après un an, la caisse est vide. Et donc, à un moment, il faut trouver un travail, quoi. Et donc, je me suis dit, OK, je vais commencer à écrire un bouquin. Et c'était un bouquin qui était pour ça que ça s'appelait Mon commercial est mort. C'est plutôt un cri de guerre contre des anciennes pratiques que je n'aimais plus, des choses que je n'avais plus envie de faire, etc. Et finalement, et là, j'ai découvert le social selling en écrivant ce bouquin. Donc, je ne voulais pas parler du social selling, finalement, j'ai parlé du social selling en écrivant le bouquin. Et, et puis après, ben, ça a été magique pour moi dans le sens où il a été très bien réceptionné, notamment par la critique. Il y a eu beaucoup de papiers et surtout, il s'est bien vendu. Et là, je me suis retrouvé aussi dans la frustration je me souviens d'une petite phrase de mon éditeur. Parce que déjà, j'avais gagné le droit de convaincre un éditeur de prendre un risque financier à publier ce bouquin. Et il m'avait dit, bah, écoute, voilà, je me trompe rarement. Et quand j'ai dit, tu vas normalement, dans 75% des cas, en vendre plus de 1000. Sinon, tu seras comme tout le monde, 25%. Tu vas en vendre 6 à tes frères et sœurs. Et à ce moment-là, c'était la honte pour moi, quoi. Mais ça, il me dit au moment où il va, donc au moment où il donne son accord et au moment où il va sortir en librairie, il y a quand même 4 mois, 4 à 6 mois même. Et là, je me dis, mais attends, moi, je ne veux pas être parmi les 25% où c'est le flop. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais appliquer ce que je disais dans le bouquin, c'est de devenir un social seller et de commencer à parler de moi. Et en fait, j'ai teasé mon propre livre. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait créer un événement. Et à un moment donné, pendant 4 mois, j'ai commencé à raconter que j'ai écrit un bouquin dont j'étais hyper fier. J'ai identifié des gens qui pourraient le lire et donner une critique, etc. Et donc, j'ai fait ce travail de fond. Donc, ça, c'est l'histoire du premier. Le deuxième, c'est plus simple, parce qu'en fait, comme il a été un bon succès, l'éditeur m'a demandé d'en faire une deuxième édition. Au début, il s'agissait simplement d'enlever ce qui était faux, peut-être que c'est avéré faux, pas confirmé, etc. Et puis après, j'ai eu la bêtise de vouloir inverser le dernier chapitre et de le mettre au début. Et quand j'ai fait ça, tout était de travers. Ouais. Et donc finalement, j'ai dû tout réécrire. Le problème, c'est que par rapport au premier, il y a pas mal de copy-paste du premier. Donc c'est pour ça que finalement, on a modifié le titre et on a mis deuxième édition pour que les gens qui ont acheté le premier n'aient pas l'impression qu'ils se sont fait avoir. D'accord, Et ouais. c'était un deuxième bouquin. Donc finalement, et d'un point de vue marketing, le fait qu'il ait été édité 2 fois, ça a sa petite valeur, quoi. Donc voilà, Ça- donc c'est écrit qu'on est comme dans un truc, c'est assez belge, parce que normalement, on se réédite simplement au deuxième bouquin. Mais donc, on fait un compromis à la belge qui arrange tout le monde. Mais à la base, ça partait d'une. Et là, après, c'est assez marrant, parce qu'en fait, tu enlèves un truc, un élément, mais tu t'aperçois, toi qui écris, tu penses, et tu provoques les auteurs, c'est pas simple de déplacer un truc dans un bouquin. Non, c'est sûr. En fait, il Ça n'y a peut plus tout rien qui est chambouler. raccord. Voilà, ça c'est un petit peu l'histoire des deux premiers. Et le troisième, mais ça, c'est un bouquin que j'ai écrit juste avant Covid. En tout cas, les idées, j'ai été inspiré en Covid, c'est que 2020. 2020, donc j'étais Ouais. inspiré j'ai eu une envie d'écriture en troisième bouquin entre novembre et janvier. Donc j'avais un bon fond, puis je me dis, ben, après le business reprenait, et puis après, ça a arrêté. Et puis après, avec le Covid, finalement, j'ai commencé à vouloir le réécrire. Par contre, ça a été le plus. C'est celui, pour moi, qui a été le plus pénible. Donc après, maintenant, je suis très content du résultat, mais ça a été le plus dur à écrire, parce que je me suis imposé une structure, ce que je n'ai Ok. jamais fait auparavant. Et donc, le fait que je voulais en fait expliquer que rien n'avait changé dans la vente, de respecter le trajet de la vente classique, ben, j'étais cadré par 5 étapes, 5 chapitres et 5 sous-chapitres. Et donc, ça a été pour moi un enfer, parce que tous les autres bouquins ont été écrits. Le premier, je l'ai écrit en fait en partant du milieu, et j'ai créé le début, et puis après, j'ai créé la fin, et je suis parti du milieu. L'autre, je l'ai inversé, le truc, et j'ai commencé à réécrire, mais sans être lié par une table des matières. Alors que le troisième, j'avais une table des matières, et ça a failli me rendre fou. Si je suis fou aujourd'hui, c'est à cause du bouquin. Voilà. Voilà, ça explique. Mais donc, écrire un bouquin, je le dis à un moment dans le bouquin, est un vrai travail de gueux. Et après, c'est pas mal parce que ça offre beaucoup d'autorité. Et c'est vrai que pour le moment, je saoule un peu tout le monde avec mon bouquin sur les réseaux sociaux. Et finalement, je m'aperçois que les gens l'acceptent parce qu'ils savent que c'est un travail très compliqué d'éditer un bouquin et d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Voilà. Bah écoute, Voilà, c'est un peu l'histoire des 3 livres. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le troisième.
D'autant plus qu'il est quand même assez bien réceptionné par les experts de la profession. Hmm. Et enfin voilà, donc il y a eu Yes. un. Et je pense qu'il y a quand même, même si je parle de la vente classique, des versions digitales, il y a quand même quelques trouvailles, quoi, des choses auxquelles les gens n'avaient pas vu. Notamment, je parle beaucoup d'espace, de la notion d'espace de coworking. Et je suis le premier à avoir fait ça. Peut-être, alors, je ne l'ai pas vu ailleurs, en tout cas. Mais en tout cas, j'ai apporté des éléments neufs dans le débat. Voilà. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il y a des parties que les gens adorent. Et moi, je trouvais que c'était très technique et les gens adorent. Donc, la partie, pour moi, la moins sexy est celle qui rencontre, en tout cas, le plus d'adhésion. Donc, voilà, ça, c'est toujours le marché qui décide. Yes. Mais justement, en parlant de marché, moi j'aime beaucoup parler de lecteur idéal dans le cadre de publier pour impacter. Alors, plus vulgairement dit en marketing, on va parler de l'avatar, de la cible, Oui. etc. Quelle est la cible que toi tu as choisie, à laquelle toi tu as choisi de t'adresser avec ce livre? Oui, mais ça, c'est une très bonne question. Et j'aurais dû me la poser dès le début parce que je n'aurais pas dû réécrire 6 fois. Donc, le problème, c'est qu'au début, je n'avais pas identifié à qui je voulais parler. Ok. Et donc, en fait, est-ce que je parlais au vendeur? Est-ce que je pensais au vendeur marketing? Est-ce que je parlais au patron? Et en fait, c'était trop disparate. Et en fait, c'était impossible. Et c'était incompréhensible. Donc, il a été euh, relu plusieurs fois. Et donc, ce bouquin a vraiment été réécrit from scratch 6 fois, en fait, hein. Et pour répondre enfin à ta question, c'est ce bouquin est à destination des patrons. Ok. Et c'est de dire, OK, je ne vais pas vous expliquer comment on fait du social selling, je vais vous parler des résultats. Et également, j'ai pris l'optique que ce soit un bouquin auto-centré, dans le sens, j'ai refusé de dire bonjour monsieur le patron, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Non, j'ai dit, voilà, mon retour d'expérience, je suis devenu un social seller, voici les résultats, voici comment ça a accéléré les ventes. Et donc, le fait d'expliquer par des exemples concrets qui sont les miens, sans donner des consignes, je trouvais plutôt sympathique et rend le bouquin sympathique parce qu'il n'est pas autoritaire. Donc, l'objectif, c'était de dire, OK, voilà, pour l'instant, c'est plus un fantasme, c'est des choses réelles. Donc, moi, je me définis comme un social seller et voilà comment ça fonctionne, surtout quels sont les résultats. Et puis après, qu'est-ce que ça change d'un point de vue structurel? Et alors, ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin, c'est que ce n'est pas tellement un problème d'attitude. Donc, ce n'est pas nécessairement de devenir associatif, c'est à un moment donné de prendre des décisions radicales dans l'organisation de la société. Et par exemple, une de mes conclusions, si pour être connu d'avance, c'est important, mais maintenant la bataille de l'attention est forte, hein. Il y a David qui parle souvent, il y a Philippe de Liège qui parle souvent, Loïc Simon, et donc après, tout le monde ne va pas avoir toute audience. Et gagner cette bataille de l'attention ne sera pas tout seul. Et donc, la première des conséquences, c'est qu'il faut mettre le budget marketing, une partie du budget marketing à disposition des commerciaux et qu'ils soient responsables de ça. Donc, je ne sais pas si on en a encore déjà parlé, mais mon flux d'actualité, moi, à mon niveau, est très professionnel dans le sens où les modes multimains. Donc, moi, je brûle une vingtaine de visuels par mois. Ce n'est pas moi qui fais les visuels, en fait, c'est mon graphisme. On y pense. Et puis après, j'ai mon stock de visuels étalé sur le mois, en fait. Donc, ma ligne est professionnelle. Et donc là, c'est le premier paradigme. Si on veut avoir les résultats que j'ai obtenus, c'est de changer les budgets, enfin, de savoir qui est responsable du budget marketing. C'est une phrase qui est détestée par les marketeers. Et il faut que les marketing se mettent au service des commerciaux. Bien sûr. Alors qu'auparavant, c'était l'inverse, c'était les commerciaux qui étaient au service d'une stratégie de marketing. Ça, il faut accepter ce changement. Le deuxième, qui est très, très surprenant et qui peut être très violent, et finalement, les gens l'acceptent parce que je n'ai pas beaucoup de critiques par rapport à ça, c'est que la fidélisation n'est plus de la responsabilité commerciale. Donc, pour le moment, en fait, si ta société est interconnectée avec ton client, à tout le niveau, tous les départements, la fonctionnalité du commerçant disparaît, puisqu'en fait, les problèmes se résolvent tout seuls, parce que les gens sont connectés, le département financier avec le département financier du client, et en fait, ils sont connectés et le font eux-mêmes. Et c'est vrai que le commercial reste l'entremetteur, parce que les gens se connaissent parce que le commercial les a mis en relation, mais dans l'action quotidienne, il n'y a pas besoin du commercial. Donc, j'essaie de leur faire prendre conscience que la fidélisation n'est plus trop le job des commerciaux. Les problèmes vont se résoudre tout seuls et mieux que si les commerciaux s'en occupent.
Et le gros avantage, si on réfléchit comme ça, c'est qu'on libère un temps infini pour les commerciaux, pour faire des nouveaux clients. Et en fait, la seule manière de croître dans une boîte, c'est en fait d'augmenter le nombre de clients différents. Il n'y a pas d'autre manière si on veut vraiment croître. Et donc, il faut mettre ces sources vives comment dire, au combat et qu'ils se focalisent uniquement sur ça. Alors aussi, ben voilà, j'ai un petit peu d'expérience en vente, plus en vente qu'en marketing, mais il est clair que un bon commercial, c'est un commercial qui est reposé, c'est quelqu'un qui est frais, c'est quelqu'un, c'est parce qu'il maîtrise bien la technique commerciale et sait où il en est qu'il est bon. Et s'il arrive chez un client et qu'il a déjà rencontré, il a dû Épuisé. résoudre 20, 30 problèmes, déjà il n'a plus confiance, il dit putain, ce que je vends, ça ne crée que des problèmes, mais en plus il est épuisé. Donc, pour rendre sa fonction, enfin, l'efficience commerciale, le simple fait de plus s'occuper des clients va l'épuiser moins et surtout ne va pas l'impacter psychologiquement de dire que ce qu'il vend n'est pas bon. En fait, ce qu'il vend est très bon. Et c'est devenu tout noir de mon côté. Oui, c'est De mon normal. côté. Oui, voilà. Non, non, c'est bon. J'étais surexposé, Voilà, donc donc ça, c'est un petit peu, donc, pour essayer de resynthétiser ce que je viens de dire, c'est parler des résultats de devenir un social seller, expliquer que ça fonctionne, qu'il y a des résultats, que ça s'est accéléré à toutes les étapes, et surtout qu'il faut se travailler sur la structure plutôt que sur l'attitude. Vraiment, l'attitude est importante. Mais à un moment donné, il faut changer structurellement les, les entreprises. C'est pour c'est ça ça. mon désir de parler au patron. Parce que ce n'est pas marketing, ce n'est pas RH, Mhm. c'est personne à la boîte, sauf le patron ou le board qui va décider. On change le De paradigme, modifier les choses dans l'entreprise, de quoi. modifier Ok. les choses. Et notamment, c'est le fait de confier horreur le budget marketing aux commerciaux. Oui, mais ils ne savent pas faire du marketing, mais s'ils veulent faire du marketing. Justement, dans la stratégie publiée pour impacter, c'est une des premières choses que l'on définit, Oui. c'est le lecteur auquel on va s'adresser, parce Oui. qu'effectivement, quand tu écris, il faut savoir à qui tu t'adresses. Oui. Ça paraît logique, cependant, on l'oublie parfois. Effectivement, Oui. quand on se lance dans l'écriture, on n'y pense pas forcément, et je pense que c'est un des points, en tout cas, moi, c'est un point d'orgue qui fait pleinement partie de la réflexion avant même d'écrire une seule ligne. Justement, donc toi, tu t'adresses avec ce livre au patron. Euh, Comment est-ce que ce livre s'inscrit dans ta stratégie? Est-ce que c'était pensé de manière stratégique dès le départ ou c'était juste une envie d'écrire un livre et ça ne sert pas spécialement ta stratégie commerciale? Ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus par rapport à ça. Honnêtement, franchement, les deux. Parce que d'une part, pour moi, ne pas écrire tous les jours, c'est un drame. Donc, j'adore aussi bien lire qu'écrire. Donc, pour moi, c'est devenu une drogue. Donc, j'en ai besoin, simplement pour vivre, euh, émotionnellement. Mais surtout, aussi, c'est inscrit dans ma stratégie. Donc, par exemple, moi, tout ce que j'écris, notamment sur les flux d'actualité, parce que j'écris finalement plus sur les réseaux sociaux qu'en livre, ça contribue, c'est complètement aligné par rapport à ma stratégie commerciale. Moi, tout ce que j'écris, c'est de créer une envie de me rencontrer dans la vie réelle. Même si maintenant il y a une étape Zoom et qui va continuer qui va s'installer, hein, etc. Mais en fait, la plupart des choses que je vends doivent quand même avoir une rencontre dans la vie réelle et rencontrer les gens. Donc, ça veut dire que toute ma stratégie écrite, que ce soit en livre ou d'actualité, ça représente qu'un seul objectif. Punaise, si je croisais ce gars dans la rue, je l'aborde parce que le mec est peut-être, il est intéressant. J'ai envie de le rencontrer. Je ne vais pas louper cette occasion. Ça veut dire que aussi que s'il m'appelle, je ne vais pas louper l'occasion. Ce qui explique la raison pour laquelle les gens acceptent facilement un rendez-vous en chat. Parce que j'ai naturellement capitalisé sur le fait d'être connu comme quelqu'un qu'il faudrait rencontrer pour améliorer son business. Mhm. Et donc, oui, c'est complètement aligné à ma stratégie. Ça, Ok. sinon, Donc, je pourrais, voilà, moi, je suis à un tiers d'un roman, et pour le moment, ce roman euh, me fait du bien, mais n'est pas aligné à ma stratégie commerciale. Raison ok. pour laquelle ce roman est au point mort depuis 2 ans. Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé que mon talent, ce n'est pas Pro- d'écrivant, mais d'écrivant, est aligné à ma stratégie. Voilà. C'est ça. Ok. Et du coup, comment est-ce que le livre aujourd'hui a impacté ton business?
Tu parlais tout à l'heure justement, et c'est le titre du livre, c'est être reconnu peut aider à la vente. Est-ce que, enfin voilà, il y a la partie notoriété, je suppose, mais il y a peut-être d'autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ces livres ont impacté positivement ton business? Oui. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que ce qui est frustrant, c'est que ça apporte peu de lecteurs. Donc, quand on regarde le niveau de vente, et même ce qui est acheté est peu vendu, est peu lu, pardon. Ce qui est donné est jamais lu. Après, je fais plaisir aux gens. Et puis, voilà, je pose la question, est-ce que vous lisez souvent? Ils n'osent pas dire oui, je ne lis jamais. Donc, ils me disent oui. Et je sais que finalement, tout ce que j'ai écrit va être peu lu. Par contre, ce que ça t'installe, surtout au début, dans le cas où moi je suis passé par un éditeur, c'est la crédibilité. Et Ok. c'est-à-dire que le bonhomme a quand même couché des idées. Et en plus, il a été édité par quelqu'un dont ce n'est pas son métier, qui a compris ce qu'il racontait, et il a quand même investi pour lui gagner sa vie par rapport au bouquin d'un autre. Ça s'appelle le boulot d'éditeur. Et donc ça, c'est vrai que ça apporte beaucoup de crédibilité. Alors aussi, moi, ça a été ma grande surprise. Et là, après, j'ai pu en faire une partie de mon business. On l'a dit en mode off. Moi, j'ai 15% de mon chiffre d'affaires, c'est des conférences, qui sont, dans certains cas, peuvent être payantes, une sur deux. Il est clair que, enfin, quand j'ai lancé mon premier bouquin, ce que j'ai obtenu plus rapidement, c'est des conférences, plutôt que des ventes de livres. Et donc, naturellement, ça a participé à ça. Et souvent, enfin, en tout cas en France, ça a commencé comme ça. Il y a un gars qui m'a dit, écoutez, quelqu'un m'a parlé de votre bouquin, il a adoré, on a un slot de disponibilité, un orateur qui m'a fait faux bon, on aimerait bien, j'ai pas lu votre livre, mais je vous assure que mardi prochain, je l'aurai lu. Il m'a dit qu'il était court. Je suis arrivé, il m'a dit, écoutez, j'ai pas eu le temps de le lire, mais bon, ça change rien. Vous êtes là. Donc voilà, il n'a probablement jamais lu, il était très content, etc. Après, il m'a recommandé, etc. Et puis après, suite à ça, le truc du bouche à oreille. Une semaine après, quelqu'un m'appelle et dit, écoutez, voilà, j'ai entendu parler de votre conférence, je viens d'acheter votre bouquin, mais je n'ai pas encore le temps de le lire, mais par contre, on a une date disponible dans 2 mois. Et finalement, tous les gens qui m'ont acheté des conférences ont dit du bien du mon bouquin, alors qu'il n'y en a aucun qui l'a lu. Alors parfois, je me dis, tiens, mais est-ce que quelqu'un a lu ce bouquin, quoi? Donc voilà, ça c'est un petit peu. Donc Ouais, ce ouais. qui apporte principalement, c'est de la crédibilité. Et après, c'est aussi j'ose le dire, en tout cas, il y a 2 ou 3 choses nouvelles dans mon bouquin. Euh, c'est le truc que j'ai vraiment trouvé. Et donc après, c'est quand même, je sais qu'après, ça va être pris par tout le monde, etc. Je m'en fous, etc. Mais quelque part, cette chose-là, exprimée de cette manière-là, j'aurais été le premier à le dire. Pour le moment, il y a beaucoup d'expressions au Social Selling Forum qui parlent de classe inversée. La classe inversée, c'est moi qui l'ai introduit dans Social Selling. Et maintenant, c'est devenu un nickname comme ça. Tout le monde utilise cette notion de classe inversée quand on négocie, etc. Et ça, c'est moi qui, encore une Qui est fois, amené, l'expression ouais. existait, hein, mais la manière dont je Ouais, bien l'ai sûr. introduit dans, voilà, aussi la réjouissance digitale, je pense, mais j'en suis moins sûr, je pense avoir été un des premiers à vulgariser cette expression, de créer de la réjouissance digitale pour accélérer les ventes. Je C'est pense ça. que c'est un des premiers. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un des trucs. Maintenant aussi, un commercial, un patron, il a beaucoup d'ego, hein. Donc tout ce qui flatte l'ego, si vous avez le talent, écrivez un bouquin, ça fait quand même pas, ça fait du bien. C'est sûr. Ben, il y a une chose, c'est clair que moi, mon ambition avec Publier pour impacter, alors c'est certes d'améliorer la visibilité, la notoriété du chef d'entreprise, d'augmenter les ventes in fine, puisqu'on ne gagne pas spécialement d'argent avec le livre, mais tu viens de le confirmer, en tout cas de ta propre expérience, ben, que ça amène quand même pas mal d'opportunités. Et il y a aussi une chose, moi, ma vision des choses, c'est que chaque entrepreneur a un message à faire passer à un moment donné ou à un autre. Quand tu choisis d'être entrepreneur et de développer une entreprise, dont, peu importe le domaine, c'est que tu es porté par ça. Je me souviens, j'ai rencontré par le passé une personne qui était vétérinaire. Elle parlait de son métier. C'est une entrepreneur qui avait développé des produits, des compléments alimentaires pour animaux. Et ben, elle expliquait vraiment, enfin, elle parlait de ça. Pour elle, c'était vraiment, je suis convaincu qu'elle aurait pu écrire un livre et qu'elle avait un message à faire passer sur cette thématique. On pourrait se dire, au final, ça va intéresser personne, mais si, je suis convaincu qu'il y a un message à faire passer par rapport à ça. Et donc vraiment, le livre, ça permet aussi de laisser une trace.
et de se positionner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui. C'est clair, c'est que quand j'ai écrit Mets du bonheur dans ton business, ben, j'étais Monsieur Business Bonheur. J'ai écrit Publier pour impacter, ben, j'étais Monsieur Publier. Donc voilà, pour moi, ça justement, ça renforce le positionnement marketing qu'on veut avoir. Donc voilà, je te remercie pour ces Oui. partages. Et en plus, ça Et en ouvre effet, il y a deux le champ. traces, hein, il y a la trace par rapport au marché, on laisse des traces, mais surtout aussi, ça trace, comment dire, ton cerveau. C'est-à-dire que plus tu as écrit des argumentations, moins tu réfléchis à tes arguments et plus tu te focalises sur la manière de les exprimer. Et donc, c'est vrai que maintenant, je me sens capable de donner des conférences sans PowerPoint, parce qu'en fait, j'ai mon fil conducteur, quoi, je le connais par cœur. Mais en fait, quand je dis par cœur, c'est que je ne réfléchis plus. Donc, ça veut dire que je me focalise uniquement sur l'attention de l'audience et de la manière de faire passer le message, de donner des coups d'accélérateur quand je sens que la salle est prête, quoi. Et ça, c'est une force considérable. Donc, c'est vrai que pour moi, je prends souvent l'exemple de Zemmour ou de Bégodeau. Donc, Zemmour à droite, Bégodeau qui est plutôt à gauche, dans le sens inverse. Et en fait, ils sont indéboulonnables en interview parce qu'en fait, ils ont écrit leurs pensées. Et Zemmour, c'est un mec qui écrit des bouquins de 700 pages. Quoi. Bégodeau, il écrit régulièrement. Et en fait, ils sont devenus en fait le premier croyant de leur propre foi. C'est Et ça. l'autre n'est jamais au même niveau qu'eux. Donc, tu ne peux pas démonter Zemmour. Tu ne peux pas démonter Bégodeau. C'est impossible. Mais parce que les gens ont écrit. Et donc, en fait, ils ont gravé leur cerveau avec leurs propres croyances. Et leurs croyances est devenue eux-mêmes. C'est Donc, très c'est ce intéressant ce que qu'apporte. tu dis, Ouais. parce que en fait, je remarque aussi que le livre aide à structurer et effectivement à intégrer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux te parler des 3 étapes de la méthode Business Bonheur sans avoir besoin de slides ou d'aller revoir parce que ben, justement, j'ai écrit. Et alors, j'ai aussi fait travailler avec quelqu'un qui fait des sketch notes, qui s'appelle Denis Dorbolo de pictobello.com si vous voulez aller voir. Et le fait d'avoir en plus fait faire des sketch notes, des résumés visuels de la méthode que j'ai développée, ben là, c'est nickel, quoi. Je peux te dire les 3 étapes, je peux te dire les 9 points d'action. Voilà, ça aide, je pense, aussi à structurer. Et du coup, toi qui regardes cette interview, sache que quand tu vas écrire ton livre, eh bien, ça va te permettre peut-être aussi de structurer ton offre ou de nouvelles offres aussi. Je ne sais pas si toi, ça a été une opportunité ou si ça t'a aidé dans la structuration d'une offre que tu as proposée par la suite, Oui, oui, le nous, fait d'écrire. en fait, c'est plutôt l'inverse pour moi. J'avais l'offre et puis après, j'ai créé l'amont de l'offre. Ok, C'est vrai que le storytelling est là et puis après, il y a l'offre qui permet de concrétiser ce que je dis dans le bouquin, quoi. c'est ça. Donc là, il est aussi aligné à la structure. Et en fait, c'est aussi, c'est un mot bateau hein, maintenant, ouais, qui est un peu galvaudé, c'est le storytelling, quoi. Mais bon, raconter une histoire, c'est le truc le plus puissant qui existe, quoi. Et donc ici, moi, je raconte pas, je veux raconter l'histoire du petit poucet. En fait, je raconte ma vie. Et donc le bouquin, je pense que les premières phrases, c'est je vis dans le même monde que vous, en fait. C'est ça. Donc, Ok. et ça, c'est, je ne dis pas que je vais vous faire du storytelling, je fais du storytelling sans le dire, quoi. Et ça, les gens pensent que le storytelling, c'est je vais vous présenter ma société, mon parking, ma secrétaire et mon bureau, mais ça, c'est pas du storytelling, quoi, c'est du bullshit. Donc, voilà, mais c'est, voilà, il y a beaucoup de ça. Mais donc, le fait d'embarquer les gens, non, ça, un Ok. petit bémol, il y a des gens qui sont câblés autrement, des gens qui deviennent d'excellents orateurs, des excellents formateurs, sans avoir jamais écrit. C'est jamais qu'une des méthodes. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est une méthode, une fois qu'on la maîtrise, qui est voilà. Et aussi, mais ça dépend un petit peu, chacun aussi est câblé de manière différente. Moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup de sérénité. Donc, c'est vrai que ce matin, hier, voilà, ça arrive de temps en temps au niveau commercial, au niveau business, on reçoit un scud, je n'ai pas bien dormi. Le fait d'avoir écrit le matin un truc que je n'ai pas encore publié, puis après d'avoir parlé longuement avec quelqu'un, euh, m'a dé, déstressé par rapport à ça. Mais je ne serais pas arrivé dans ce débat
le sentiment, parce qu'en fait, j'ai fait un truc que j'aime bien faire le matin, parce que j'ai fait autre chose, quoi. Donc voilà. Mais ça, encore une fois, il faut bien se connaître. C'est ça. Mais il y a des gens Ah, qui se connaissent bien dès l'âge de 14 ans. Hein. Donc, ce n'est pas lié au senior. La ouais, tout à maturité fait. n'a rien à voir avec l'âge. Ok. Dernière question par rapport justement à la stratégie, puis on va clôturer cette interview. Est-ce que la vente du livre en tant que tel fait partie de la stratégie? C'est-à-dire que, par exemple, dans la stratégie PUBR pour impacter, moi, j'offre le livre simplement en free plus shipping. Juste derrière, je propose un atelier qui est accessible en termes de prix. Et puis seulement, je propose un appel avec moi pour aller plus loin aux personnes qui ont envie d'aller plus loin. Est-ce que toi, du coup, moi, dans ma stratégie, la vente du livre fait pleinement partie de la stratégie. Est-ce que toi, c'est ton cas aujourd'hui? Si pas, pourquoi? Si oui, comment est-ce que tu fonctionnes? Non, 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 il n'est pas aligné. Enfin, il n'y a pas de stratégie commerciale de vente de bouquin. Donc, il n'y a Ok. d'ailleurs aucune action, etc. Par contre, il est aligné à ma cohérence commerciale dans le sens, je désire, ça participe à la notoriété et j'applique ce que je préconise dans le bouquin. Euh, je suis devenu, j'ai bah, bah, quand je donne le bouquin, les deux précédents, je me suis rendu compte que ça ennuyait parfois les gens. Parce qu'après, ils ont une sorte de dette, oui, mais je vais lire ton bouquin, et après, ils sont ennuyés. Parce qu'ils ne lisent jamais, et ils sont ennuyés de te rencontrer parce qu'ils n'ont pas encore lu. Donc là, je suis devenu un petit peu, c'est pas radin, c'est le fait de dire, ça sert à rien de gérer un truc euh, qui ne va rien apporter, quoi. Après, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que vous lisez? En général, ils n'osent pas dire, mais je leur donne quand même. Si ça vous a plu ou pas plu, vous le donnez à quelqu'un d'autre, etc. J'essaie de leur faire, en tout cas, transmettre qu'il n'y a pas d'obligation de lecture quand je le donne. C'est ça. Par contre, c'est devenu davantage, en fait, en passant en mode auto-édition. Et moi, les exemplaires que j'ai, quand je le donne, en fait, ça ne me coûte pas grand-chose. Donc, ça, c'est un peu ma carte de visite, mon folder. Par contre, ce que j'ai comme stratégie, c'est que, à mon avis, ça va encore durer 2 ans avant le prochain. Je ne sors jamais sans un exemplaire de mon bouquin. C'est ça. Et Ok. pour le moment, je peux te dire que j'ai offert et dédicacé mon bouquin à Louis Michel. Je l'ai croisé comme ça sur une terrasse, il parlait avec quelqu'un, puis je lui ai dit est-ce que vous pouvez le remettre à votre second fils, le moins connu, qui est secrétaire d'État à la digitalisation. Je dis c'est un bouquin que votre fils devrait lire, je pense. Donc je vous l'offre. Il m'a dit je vous garantis que je lui remettrai en main propre ce week-end. Et après, il y a, par contre, je ne retiens jamais son nom, mais c'est un humoriste français sur France Inter, Siarek. Ça ne me dit rien. Enfin, en tout cas, je l'ai croisé aussi. Et donc, je ne pars, j'ai au moins toujours un ou deux exemplaires avec moi. Bon, il est tout fin, il n'est pas très lourd. Et en fait, tous les jours, je me donne l'occasion d'en faire un cadeau à quelqu'un. Et donc, ça, oui, il y a une stratégie commerciale également. Dès que je peux l'offrir à un chat et tout, etc. Est-ce que vous désirez mon bouquin? Ah oui, ok. Et puis, 3 jours après, ils vont sur leur bureau. C'est Ça ça. fait partie. Mais je n'ai pas de stratégie de vente. Et honnêtement, je ne sais même pas combien il y en a qui sont vendus. Ok. Je, D'accord. Donc, je, ta stratégie à toi, c'est vraiment de l'utiliser comme une carte de visite et oui, de la donner à des personnes à qui ça fait sens, évidemment. oui, Tu ne le distribues pas comme ça à tout va, mais quand tu repères qu'il y a une opportunité ou une personne oui, à qui ça pourrait vraiment être intéressant de oui. le donner, ben, plutôt que de donner ta carte de visite ou ton flyers, tu donnes ton livre et ça permet de tisser la relation et de commencer l'échange aussi. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Et puis alors aussi, ben, c'est devenu aussi un objet marketing dans le sens aussi, en mode auto-édition, ben, on a pu en fait on se lâcher quoi, en termes de visuel. Ça, c'est un bel objet, quoi. C'est ça. Bon. Après, c'est un peu le défaut, c'est que c'est beau, ça paraît facile à lire. Le début est très facile, mais il y a 2 chapitres au milieu qui sont un peu plus Costaud. costauds. Donc, Ok. c'est un peu une vague comme ça. Au début, je dis aux gens, à partir du troisième et quatrième chapitre, le troisième, il faut ralentir la vitesse de lecture parce que ça devient un peu plus ardu. Et, en tout cas, à mon niveau, c'était impossible de faire autrement. J'ai beau le réécrire beaucoup de fois, je ne peux pas faire mieux pour le moment. Excellent. Pour ces 2 chapitres-là. Mais ça, oui, c'est devenu un. Ouais, et s'il y a quelques trouvailles aussi de mon graphiste, à un moment donné, on voulait mettre des phrases en avant. Mais c'était compliqué parce qu'en fait, il y avait d'une part, c'est des phrases qui étaient coupées dans le texte,
Et c'était des phrases dans des bullet points aussi. Ok. Donc, c'était compliqué de mettre ça en avant parce qu'en fait, elles étaient déjà dans un truc. Et puis, il a eu l'idée géniale, on va le surligner, quoi. Et Yes. donc, et ce qui est assez génial, c'est que c'est lui qui a surligné. Donc, c'est pas Philippe de Guège qui a surligné les phrases Les clés, choses, c'est le graphiste. c'est Ouais. le graphisme. Et il s'est dit, OK, tout ce qui va. Et je dis, bah, écoute, vous essayez de mettre toujours un peu partout quand même, mais c'est lui qui a choisi. Et ça, je trouve que finalement, la personne a entre ses mains déjà un truc qui a été lu par quelqu'un d'autre que le gars qui l'a écrit. Et ça aussi, c'est une des vraies trouvailles, quoi. Et donc voilà, c'est Yes. devenu un, un bel objet. Très Je trouve, mais je intéressant. suis. Ces enfants, on ne les trouve jamais laids, hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme un bébé, en fait. Oui, Tout oui. à fait. Mais du coup, justement, pour clôturer, est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour aider un entrepreneur qui se dit, OK, moi, je vais écrire un livre. Alors, tu disais tout à l'heure que ça demandait du travail, évidemment. C'est un investissement. Alors, moi, j'ai développé une méthode qui permet, avec la structure, etc., bah, de pouvoir écrire en 3 mois, si on suit la méthode, son livre et le publier. Voilà, ça serait intéressant que toi, tu partages peut-être un ou deux conseils. Si, peut-être en te posant la question, si toi, tu devais réécrire un nouveau bouquin, bah, comment est-ce que tu le ferais? Qu'est-ce que tu ferais de la même façon? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Euh, mais le premier, on l'a déjà dit, en fait, c'est bien ça a été mon tort au niveau du troisième, c'est d'identifier à qui tu t'adresses. Moi, j'ai perdu un temps fou au niveau du troisième. Donc, ça, c'était complètement fou. Donc, j'ai perdu un temps fou. Donc, le quatrième, je ne ferai plus jamais cette erreur, quoi. Donc, première La chose, une deuxième, des premières choses que tu feras pour le quatrième livre, c'est choisir à qui tu t'adresses, si j'ai bien compris. exactement, ça, c'est exactement. Ok, Le deuxième, ça demande de l'intelligence. Donc, ça veut dire on doit travailler à l'écriture de son bouquin quand on est reposé. Vous n'êtes pas intelligent quand vous avez passé votre journée entière, et que vous êtes après vous occuper du repas et puis après aller coucher le gosse, etc. Oui, il y en a certains qui arrivent peut-être à écrire un bouquin entre 22 heures et 1 heure du matin, mais c'est l'exception de l'exception de l'exception de l'exception. Donc il est clair qu'à un moment donné, ça devient un acte de dire, OK, pendant du temps, je consacre ça, je considère que c'est partie de ma stratégie commerciale et je le fais au moment où je suis bien. Après, ben, chacun connaît ces moments où il est plutôt bien avec lui-même, etc. Et surtout intelligent, parce que l'objectif, c'est quand même de rendre l'autre, soit ouais, de lui tout à fait. offrir du plaisir, soit de le rendre intelligent. Donc ça, je ne sais pas combien il fait donner des conseils, j'en ai déjà donné deux. T'en as donné deux, trois si tu veux, hein, trois. Si Alors t'en as un le troisième. troisième, oui, le troisième, mais bon, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais après, je m'en suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Euh, j'ai eu deux excellents stages d'écriture donnés par Philippe Dian, qui est un auteur, un romancier français, qui a écrit à l'époque 37.2 le matin. Il écrit un bouquin, depuis 30 ans, il écrit un bouquin par mois, par an. Donc, c'est un auteur successful et pléthorique. Et j'ai découvert avec lui, enfin, ça m'a été confirmé lors de la travail d'écriture, en fait, le mec, il écrit au net. Donc, quand il couche une phrase sur le papier, il dit, une fois qu'elle est sur le papier, elle doit devenir éternelle. Et après, son objectif, c'est de mettre une deuxième phrase raccord qui prolonge l'histoire, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois tendance à vouloir utiliser le clavier, puis on travaille le texte, etc. Donc, c'est un petit peu. Donc, je ne suis pas arrivé à ce niveau d'excellence de Gian, écrire au net, mais c'est pas mal en fait, parce que ça force à réfléchir. Tu travailles ta phrase dans ta tête, et puis après, tu la couches. Et Ok. normalement, elle est quand même plutôt bonne. Alors, et après, un deuxième, enfin, ça c'est encore une fois, ça prend voix. Je ne pense pas que ce soit donné à tout le monde et tout le monde n'est pas câblé comme ça. Câblé, j'ai dit ça 39 fois, ça a devenu un type de blabla chez moi. Il y a un truc qui m'est venu d'une ex-collègue, Rosiana Della, euh, journaliste de formation. Et elle m'a donné un truc, moi c'est même devenu en fait ce que j'appelle le check Rosiana. Tu écris 2 lignes, 3 lignes, c'est un paragraphe, quoi. Et puis après, le deuxième paragraphe qui suit, mais c'est la suite logique des 2 premières lignes. Donc,
il peut y avoir plusieurs suites logiques. Mais en tout cas, la suite logique que tu as décidée doit être logiquement rattachée à la première, quoi. Sinon, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Et donc moi, j'avais tendance parfois, souvent on raconte une histoire, et puis tu pars du principe que la personne a vécu cet instant avec toi. Mais non, elle n'était pas là, quoi. Donc tu dois expliquer les choses, expliquer les éléments, pour que les gens comprennent ce que tu racontes. Donc tu dois à un moment donné dire, est-ce que et ça c'est ce que j'appelle le check Rosena, quoi. C'est dire, ok, est-ce que tous les chapitres, c'est voilà, Il y a une ça suite logique. ouais, c'est voilà, ce que j'appelle le check Rosena. Donc Et à c'est la base, vraiment. quand tu regardes, ouais, et ça t'oblige à dire finalement, et honnêtement, ça m'arrive un peu moins, mais parfois je relis des posts j'ai publié il y a 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que j'ai voulu dire, quoi? Et je ne comprends pas ce que j'ai dit, alors que c'est moi qui l'ai écrit, hein. Alors C'est je me ça. dis, Philippe, ce jour-là, et en plus je me dis, il y a des gens qui ont compris ou qui n'ont pas compris, etc. Donc donc mais ça, en tout cas, j'essaie de refaire ce travail tous les jours, de dire, tiens, mais voilà, il y a un truc, on l'a dit plusieurs fois, c'est très amusant, que c'est Loïc Simon. Et Loïc Simon, en fait, il est meilleur dans ses commentaires que dans ses posts. En fait, commentaire, il essaie de donner vraiment, faire un don et donner un point de vue, et il fait très attention. Et quand il va écrire un post, un billet d'humeur, on va s'apercevoir, en fait, qu'il y a une partie d'histoire qui n'est pas là. Et je dis souvent, Loïc, on ne comprend pas parce qu'en fait, on ne savait pas que tu étais à Marne ce jour-là. C'est ça. C'est pas compréhensible, quoi. Si tu parles d'un lac, il faut savoir qu'il y a un lac à côté de toi, quoi. Et ça, voilà, si tu veux regarder Bon, il s'améliore aussi, hein, parce qu'après, je lui ai dit, mais ce qu'appelle le check Rosiana, il faut faire attention. Voilà. C'est Je vais ça. donner 4 conseils. Donc, mais les C'est 4, très il n'y en a bien. aucun qui m'appartient. Ben, écoute, de toute façon, on s'inspire tous et Le, le- toutes le- le de premier l'autre. m'a été rappelé par toi. Et même quand on a écrit, on fait quand même la gaffe. Oui, effectivement. Ben, c'est pour ça que j'ai développé ce que j'appelle la Business Book Roadmap. Donc, c'est vraiment une carte, une feuille A4 sur laquelle on va vraiment avoir les informations primordiales Mm. à définir avant d'écrire un bouquin Mm. business, en tous les cas. Parce que Mm. c'est vraiment ce que moi je fais. C'est pas adapté à de la fiction, Mm. évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas mettre de la fiction dans son livre business, évidemment. On peut raconter une histoire, on peut inventer des choses, Mm. mais la finalité, voilà, elle est différente et du coup, la structuration du bouquin est différente aussi. Ben écoute, super, je te remercie beaucoup. En tout cas, Philippe, c'était vraiment Et très, très intéressant. merci à toi, David. Ça fait toujours plaisir d'être interviewé par des gens dont c'est le métier, quoi. Eh Donc, ben écoute, c'est un honneur. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir poursuivre l'aventure. En tout cas, je pense que nos chemins se croisent aujourd'hui et on a ah oui, encore plein de choses à dire, je pense, sur des sujets. Donc, ça va être cool. maman, Euh, géographiquement, on est proche. en plus. Voilà. Donc, Donc, sache aussi que moi, je suis un nomade dans les espaces de coworking à Bruxelles. Normalement, très bien. s'il est à Bruxelles, viens me faire un petit coucou. Tu me dis plus ou moins dans quel secteur tu es. Je choisirai l'espace de Eh ben, coworking proche de toi. avec plaisir. J'ai le choix entre 10 à 12 endroits différents. Donc je peux Ah bah écoute, c'est m'adapter à top. ton parcours de vie. Peut-être que la prochaine interview se fera en live, hein, du coup, l'un à côté de l'autre plutôt que par Zoom. On peut quand même espérer qu'il y aura un peu plus de live On dans espère la vie, sans effectivement. vilain jeu de mots. Effectivement. Super. Bah, écoute, avant de terminer, est-ce que tu peux peut-être donner le site internet? Moi, je mettrai le lien dans la description vers Oui, ton livre de toute façon ou oui, vers tes livres. Mais oui. voilà, comme ça, comment En est-ce fait, qu'on te il y contacte en a fait? oui, pour moi, la source d'information, entre guillemets, la plus intelligente, me semble-t-il, c'est mon flux d'actualité. Donc ça, c'est LinkedIn, fil de Liège. Ok, Et je suis très bavard. Je pense un peu trop sérieux aussi, mais de temps en temps, il y a un fou qui s'appelle Professeur Estocada, qui intervient, qui fait des vidéos où il raconte n'importe quoi, mais c'est mon chef, il s'appelle Professeur Estocada. Donc là, oui, je pense que c'est la meilleure source, en tout cas, pour me découvrir et surtout découvrir ce que je défends. Voilà. ok, Après, il y a le site www.estocada.be, mais pour moi, qui est juste un site vitrine. ok. Donc, bah, je mettrai le lien vers ton LinkedIn Mais tu peux mettre et estocada.be aussi, hein, si ça. je... Mais sachez que c'est pas, en fait, ça fait pas partie c'est pas un truc essentiel pour développer. Enfin, nous, on a estimé que le site web n'était pas clé pour nous vendre. C'est assumé. C'est ça. Il pourrait être nettement mieux, mais pour moi, ça ne fait pas partie de nos priorités. Et alors, un dernier flux.
Oui, Amazon quand même. Amazon.fr, Très bien. auteur Philippe de Liège, il y a quand même trois bouquins. Yes, ben, je mettrai le lien dans la description, donc vers tous ces liens. Je te remercie beaucoup. Le temps, c'est la ressource que l'on a le plus précieux avec la santé. Donc vraiment gratitude pour le temps que tu nous as consacré. Toi qui regardes cette interview, rappelle-toi, sans action, pas de résultat. Donc c'est bien de nous écouter pendant 1 heure, mais je t'invite à Mhm. choisir une action concrète et à la mettre en application le plus rapidement possible, parce que c'est comme ça qu'on obtient du coup des résultats. Merci beaucoup, Philippe. De rien, David. Je te Et souhaite voilà, c'était ben, un plaisir partagé. Le temps a passé à une vitesse folle. effectivement. Donc, Donc, ben, je vais en tout devoir cas, me contenter d'un sandwich parce que j'ai un rendez-vous à 14 heures. Donc, je n'irai pas faire mon super. petit resto traditionnel. Mais Ah bah, merci à toi. Et d'autant plus merci. bonjour à tous, à l'audience. Yes, Et bonne lecture. exact. Et donc, oui, n'oublie pas de m'envoyer ton adresse postale Je, et je ton numéro n'oublie de pas. mobile que j'envoie. Ça va, on fait ça. OK. Prends soin de toi. À Et toi bientôt. qui regardes cette vidéo, donc rappelle-toi que tu as un message à faire passer et que d'autres ont besoin de l'entendre ou de te lire. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.